Il existe chez certaines personnes, ayant tendance à l'évitement affectif, un schéma relationnel que beaucoup ne voient pas venir. Elles prennent leur distance. Elles instaurent progressivement un espace émotionnel. Et elles peuvent même donner à l'autre l'impression d'en demander trop, alors qu'ils ne cherchent, finalement, qu'une présence affective, une écoute et une connexion émotionnelle normale dans une relation. Parfois, la personne évitante va jusqu'à mettre fin à la relation, donnant l'impression d'être soulagée de ne plus avoir à gérer ce qu'elle perçoit comme le poids des attentes affectives. De l'autre côté, la séparation peut laisser place à la douleur, à la confusion et au doute. Des questions apparaissent. Ai-je été trop exigeant, trop sensible, trop présent? À force de chercher une explication, il devient facile de remettre en question ses propres besoins affectifs. Puis avec le temps, quelque chose peut changer. La personne commence à se reconstruire, à retrouver son équilibre et à imaginer une vie dans laquelle elle n'a plus besoin de surveiller constamment les réactions émotionnelles de quelqu'un d'indisponible. Et parfois, au moment où elle commence justement à avancer, l'ancien partenaire reprend contact. Ce retour n'est cependant ni automatique ni garanti. Il est surtout intéressant sur le plan psychologique, car il permet de comprendre comment certaines personnes ayant un fonctionnement évitant peuvent vivre la séparation, la distance et le regret. Comprendre ce mécanisme ne signifie donc pas attendre le retour d'une personne émotionnellement indisponible, ni entretenir un faux espoir. Il s'agit plutôt de comprendre certains mécanismes d'attachement afin de mieux protéger son équilibre émotionnel et de prendre des décisions relationnelles plus conscientes. La première prise de distance. Pourquoi certaines personnes s'éloignent-elles? Lorsqu'une personne ayant un fonctionnement évitant commence à prendre ses distances ou décide de mettre fin à une relation, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle ne ressent rien. Dans certains cas, la proximité émotionnelle peut au contraire provoquer une intensité affective qu'elle ne sait pas réguler. Les recherches sur l'attachement montrent que certaines personnes ont appris très tôt à associer la vulnérabilité à l'inconfort, à la déception ou au rejet. Elles peuvent alors développer une forte valorisation de l'autonomie et apprendre à compter principalement sur elles-mêmes. Avec le temps, cette stratégie peut devenir profondément automatique. Moins la relation semble émotionnellement exigeante, plus la personne se sent en sécurité. Lorsque la relation devient plus intime, lorsqu'elle se sent véritablement comprise, observée dans ses fragilités ou profondément importante pour quelqu'un, un conflit intérieur peut apparaître. Une partie d'elle peut apprécier cette proximité, tandis qu'une autre cherche immédiatement à retrouver de la distance. C'est là qu'intervient parfois un mécanisme de protection. Prendre du recul, réduire les échanges, rationaliser les émotions ou mettre fin à la relation. Sur le moment, cette décision peut procurer un sentiment de soulagement. La personne a l'impression de reprendre le contrôle de sa vie, de préserver son indépendance et d'échapper à ce qu'elle interprète comme une dépendance émotionnelle. Elle peut alors se convaincre que la relation était trop intense, trop compliquée ou trop exigeante. Pour détourner son attention, elle peut se consacrer davantage au travail, aux loisirs, aux amis, à de nouveaux projets ou à une vie sociale plus active. Ces activités ne sont pas nécessairement négatives. Elles peuvent même être parfaitement saines. La question se situe plutôt dans la fonction qu'elles remplissent. Servent-elles à construire une vie équilibrée ou à éviter systématiquement les émotions liées à la séparation? De l'extérieur, tout peut sembler aller parfaitement bien. La personne paraît sereine, occupée, libérée, voire plus heureuse qu'auparavant. Pourtant, le soulagement immédiat
ne signifie pas nécessairement que la séparation a été pleinement assimilée. Il existe une différence essentielle entre prendre de la distance pour se reconstruire et prendre de la distance pour ne pas ressentir. Dans le premier cas, la personne traverse progressivement ses émotions, comprend ce qui s'est passé et retrouve son équilibre. Dans le second, les émotions peuvent être mises entre parenthèses. Elles ne disparaissent pas forcément. Elles restent simplement moins accessibles à la conscience pendant un certain temps. La phase de fausse indépendance. Après avoir pris ces distances, certaines personnes peuvent entrer dans une période où elles renforcent leur conviction qu'elles sont mieux seules. Elles peuvent se dire « J'ai besoin de me concentrer sur moi-même. Je ne suis pas prêt à vivre quelque chose de sérieux. J'ai besoin de régler certaines choses personnelles avant de pouvoir m'engager. » Ces phrases ne sont pas nécessairement mensongères. Elles peuvent correspondre sincèrement à ce que la personne ressent à cet instant. Mais elles peuvent également fonctionner comme des mécanismes de rationalisation, des explications cohérentes qui permettent de donner du sens à une décision émotionnellement difficile sans avoir à explorer immédiatement ce qui se trouve derrière celle-ci. Cette période peut donner l'impression que tout va mieux. Le travail avance, les activités reprennent, les amis sont présents, les journées sont remplies, une nouvelle routine se met en place. Mais être occupé n'est pas toujours synonyme d'être apaisé. La véritable reconstruction commence lorsque la personne n'a plus besoin de fuir la proximité, ni de fuir la solitude pour se sentir en sécurité. Et c'est précisément là que la psychologie de l'attachement devient intéressante. La distance peut parfois diminuer la pression ressentie par une personne évitante, tout en lui permettant de percevoir progressivement ce que la relation représentait réellement. La disparition de la proximité peut alors modifier la perception qu'elle avait de la relation. Ce qui semblait auparavant être une contrainte peut commencer à apparaître comme une connexion précieuse. Ce qui était vécu comme une demande excessive peut être reconsidéré avec davantage de recul. Et ce qui avait été mis à distance pour retrouver de la liberté peut parfois laisser place à une prise de conscience plus nuancée. Certaines relations ne sont pas difficiles parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles réveillent des vulnérabilités que l'on n'a jamais appris à accueillir. C'est souvent à partir de cette prise de conscience que la séparation prend un autre sens. Non pas nécessairement celui d'un retour amoureux, mais celui d'une compréhension plus profonde de soi, de ses besoins affectifs, et de la manière dont chacun construit ou évite l'intimité. Ils peuvent même commencer à fréquenter d'autres personnes. Pourtant, en observant attentivement leur comportement, on constate souvent que ces nouvelles relations restent assez superficielles. La personne évitante maintient une certaine distance émotionnelle afin de ne pas se retrouver dans une proximité susceptible d'activer ses mécanismes d'attachement et ses peurs liées à l'intimité. Cette période peut durer quelques semaines, mais parfois beaucoup plus longtemps. Sa durée dépend de l'intensité des stratégies d'évitement, de l'histoire personnelle de chacun et des circonstances de vie du moment. Cependant, cette forme d'indépendance défensive est difficile à maintenir durablement. L'être humain conserve un besoin fondamental de lien, même lorsqu'il a appris à se protéger de la proximité émotionnelle. Les premiers signes de fragilisation apparaissent souvent discrètement. Après une journée difficile, par exemple, la personne peut avoir spontanément envie de contacter quelqu'un qui représentait autrefois une source de réconfort, avant de se rappeler que cette relation n'est plus disponible de la même manière. Un souvenir, une chanson, un lieu
Ou une situation familière peut également réveiller une sensation de perte qu'elle tente aussitôt de repousser. Elle peut aussi commencer à comparer parfois inconsciemment les nouvelles personnes rencontrées avec cette ancienne relation. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un phénomène psychologique important peut apparaître, le traitement émotionnel différé. Le traitement émotionnel différé, un des aspects souvent mal compris de l'évitement émotionnel, est que certaines personnes ne semblent pas ressentir immédiatement toute la portée d'une rupture ou d'une prise de distance. Lorsqu'une relation devient émotionnellement trop intense, certaines stratégies défensives peuvent temporairement réduire l'accès aux émotions, intellectualisation, détachement, minimisation ou mise à distance. Pendant que l'autre personne traverse directement la douleur de la séparation, la personne évitante peut donner l'impression d'être parfaitement détachée. Mais l'absence d'expression émotionnelle ne signifie pas nécessairement l'absence d'émotion. Une émotion ignorée ne disparaît pas automatiquement. Elle peut rester insuffisamment reconnue ou intégrée et continuer à influencer les pensées, les comportements et l'humeur. C'est pourquoi certaines personnes commencent à mesurer la perte seulement après un certain délai. Alors que l'un traverse les premières étapes douloureuses de la séparation, l'autre peut ressentir d'abord un soulagement lié à la diminution de la pression émotionnelle. Puis lorsque le temps passe et que les défenses deviennent moins efficaces, une compréhension différente de la situation peut émerger. Le processus peut commencer après une période de stress professionnel, une difficulté familiale, une fatigue importante, ou simplement lorsque l'énergie nécessaire pour maintenir une distance émotionnelle diminue. Au début, la personne ne met pas forcément un nom sur ce qu'elle ressent. Elle remarque seulement qu'un malaise persiste. Quelque chose semble manquer. Le sommeil peut devenir plus difficile, l'agitation intérieure augmenter ou les souvenirs du passé revenir plus fréquemment. Une forme de solitude peut également apparaître difficile à reconnaître lorsque l'on s'est longtemps convaincu que l'autonomie émotionnelle suffisait à tout. Le piège de la comparaison. Lorsque les émotions longtemps mises à distance commencent à refaire surface, une comparaison peut progressivement s'installer entre la vie actuelle et ce qui existait auparavant. C'est ici que certaines croyances défensives peuvent commencer à être remises en question. Si la personne rencontre quelqu'un d'autre, elle peut découvrir que des échanges agréables ou des relations légères ne procurent pas nécessairement la même sensation de compréhension profonde qu'une relation construite dans le temps. Une nouvelle personne ne connaît pas encore ses habitudes, ses sensibilités, son mode de communication, ni les aspects de sa personnalité qu'elle ne montre pas facilement. Et surtout si une proximité émotionnelle commence à se développer, les mêmes mécanismes d'évitement peuvent réapparaître. Besoin de distance, difficulté à communiquer les émotions, peur de perdre son autonomie ou tendance à se retirer lorsque l'intimité augmente. Cette répétition peut conduire à une prise de conscience importante. Le problème n'était peut-être pas uniquement lié à la personne quittée. Une partie de la difficulté pouvait également venir de la manière dont l'intimité était vécue et régulée. Si aucune nouvelle relation n'est engagée, la prise de conscience peut prendre une autre forme. La personne peut commencer à remarquer l'absence d'un soutien émotionnel qui faisait auparavant partie de son quotidien. La présence régulière, l'écoute, l'attention et le sentiment de pouvoir être compris sans devoir constamment se protéger peuvent soudainement prendre une valeur nouvelle. Les relations sociales occasionnelles, les activités professionnelles
ou les réussites personnelles peuvent apporter de la satisfaction, mais elles ne répondent pas toujours aux mêmes besoins humains de connexion authentique. Cette période peut devenir particulièrement révélatrice car elle permet de distinguer la sécurité émotionnelle de l'intensité émotionnelle. Ce qui avait autrefois été vécu comme une pression peut, avec davantage de recul, être compris comme une demande de communication ou de proximité. Ce qui ressemblait à des exigences peut parfois apparaître comme une invitation à construire une relation plus réciproque et plus profonde. Mais cette prise de conscience n'est jamais automatique. Chaque personne possède son histoire, ses blessures, ses ressources psychologiques et sa capacité personnelle à évoluer. La peur de perdre définitivement le lien. Derrière certains comportements d'évitement peut également exister une peur profonde du rejet ou de l'abandon. Elle n'est pas nécessairement consciente et ne doit pas être considérée comme une explication universelle de tous les comportements distants. Paradoxalement, une personne peut chercher à se protéger de la proximité tout en redoutant profondément la perte du lien. Au moment où elle prend ses distances, elle peut croire que la relation restera accessible si elle décide un jour de revenir vers elle. Cette illusion procure une certaine sécurité. Garder une porte ouverte permet d'éviter de ressentir immédiatement la finalité de la séparation. Mais le temps change progressivement cette perception. Lorsque l'autre commence à reconstruire sa vie, à retrouver son équilibre et à avancer, sans attendre un retour, une nouvelle réalité peut apparaître. La relation n'est peut-être plus disponible comme avant. C'est parfois à cet instant que la peur de la perte devient plus concrète. Et cette prise de conscience peut ouvrir une étape psychologique essentielle, non pas celle qui consiste à chercher désespérément à récupérer quelqu'un, mais celle qui oblige enfin à regarder honnêtement ses propres mécanismes relationnels, ses besoins affectifs et sa manière de vivre l'intimité. Comprendre ces mécanismes ne signifie donc pas excuser tous les comportements d'évitement. Cela signifie simplement reconnaître qu'une relation saine demande davantage que des sentiments. Elle nécessite aussi de la communication, de la responsabilité émotionnelle, du respect des limites et la capacité de construire une proximité qui laisse une place réelle aux deux personnes. La peur d'avoir réellement perdu cette personne de manière définitive peut alors commencer à s'installer. Au début, elle reste discrète. Puis elle devient plus présente lorsque la personne comprend que l'autre ne l'attend pas indéfiniment et qu'il continue lui aussi à avancer dans sa vie. Pour une personne ayant tendance à l'évitement émotionnel, le sentiment de ne plus maîtriser la situation peut être particulièrement déstabilisant. Découvrir qu'elle ne peut pas décider seule si l'autre sera encore disponible lorsqu'elle se sentira enfin prête à renouer avec la relation peut faire émerger une profonde insécurité. L'idée que ses propres mécanismes de protection ont pu lui coûter une relation précieuse peut alors provoquer une réaction émotionnelle intense. Dans certains cas, cela peut conduire à ce que la psychologie relationnelle appelle des comportements de protestation, des tentatives indirectes, pour vérifier si le lien existe encore, attirer l'attention de l'autre ou mesurer son investissement émotionnel. Ces comportements peuvent sembler contradictoires avec la distance manifestée auparavant. Pourtant, ils peuvent apparaître lorsqu'une personne ressent soudainement une menace de perte définitive. La spirale du regret. Lorsque l'absence de l'autre commence réellement à être ressentie, le regret peut progressivement apparaître. Ce regret est souvent plus complexe qu'un simple manque. Il peut également impliquer une prise de conscience de ses propres habitudes relationnelles,
de ses peurs et de ses limites émotionnelles. La personne peut regretter de ne pas avoir davantage apprécié ce qu'elle vivait lorsqu'elle en avait encore la possibilité. Elle peut regretter d'avoir considéré comme acquis la patience, l'écoute ou la compréhension que l'autre lui accordait. Elle peut également prendre conscience d'avoir éloigné quelqu'un qui avait réussi à voir au-delà de ses défenses et à lui offrir une véritable présence émotionnelle. Mais la partie la plus difficile peut être de reconnaître sa propre responsabilité. Elle commence alors à comprendre que certaines peurs ont pu contribuer à fragiliser une relation qui avait pourtant de la valeur. Ces mécanismes de défense destinés à la protéger ont peut-être aussi créé précisément la distance qu'elle redoutait. Cette prise de conscience peut être douloureuse parce qu'elle oblige à regarder autrement sa propre solitude. Certaines personnes ayant un fonctionnement évitant peuvent également avoir des exigences très élevées envers elles-mêmes et éprouver beaucoup de difficultés lorsqu'elles pensent avoir commis une erreur ayant blessé quelqu'un. Comprendre que son indisponibilité émotionnelle a pu faire souffrir une personne importante peut alors provoquer une forme particulière de regret. Cette période peut devenir difficile à traverser lorsqu'on n'a pas l'habitude de rester en contact avec des émotions inconfortables. Colère, tristesse, honte, nostalgie ou désir de rapprochement peuvent se succéder sans être facilement identifiés ou régulés. Il est toutefois important de ne pas considérer cette réaction comme une règle universelle. Chaque personne traite une rupture selon son histoire, sa personnalité et ses ressources émotionnelles. La phase d'idéalisation. Avec le temps, lorsque le regret s'intensifie, une autre tendance peut apparaître, l'idéalisation de la relation passée. Cette représentation n'est pas toujours fidèle à la réalité. La personne ne se souvient plus nécessairement de l'ensemble de la relation avec ses moments de complicité, mais aussi ses tensions, ses incompréhensions et ses difficultés. Elle peut surtout se concentrer sur ce qui lui manque aujourd'hui. Elle se rappelle le sentiment de sécurité que cette relation pouvait procurer, tout en oubliant parfois que cette même proximité avait aussi pu réveiller ses peurs. Elle se souvient de la patience et de la compréhension reçue, sans toujours se rappeler les moments où elle avait elle-même mis ses qualités à l'épreuve. Elle se remémore les bons moments et peut minimiser les conflits auxquels elle avait également contribué. Sur le plan psychologique, l'idéalisation peut avoir une fonction protectrice. Elle permet de ressentir le manque sans devoir immédiatement examiner toutes les raisons qui ont conduit à la séparation. Il devient alors plus facile de penser à ce qui a été perdu que de réfléchir à ce qui a contribué à cette perte. Mais cette idéalisation comporte également un risque. Elle peut créer une vision irréaliste d'une éventuelle reprise de contact. La personne peut imaginer qu'un retour permettrait de retrouver uniquement les moments heureux sans avoir à affronter les mécanismes relationnels qui avaient auparavant créé de la distance. Or, une véritable réconciliation ne consiste pas à recommencer exactement là où la relation s'est arrêtée. Elle nécessite généralement de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, de reconnaître les responsabilités de chacun et de construire des modes de communication plus sains. La phase où l'on teste le terrain. Lorsqu'une personne ayant tendance à l'évitement envisage de renouer, elle ne le fait pas nécessairement de manière directe. La peur du rejet, la vulnérabilité et l'incertitude peuvent l'amener à commencer par de petits signes de contact afin d'évaluer la réceptivité de l'autre avant de prendre un risque émotionnel plus important. Cela peut se manifester par une interaction discrète sur les réseaux sociaux, une réaction à une publication
ou une tentative indirecte de savoir si le contact serait encore possible. L'objectif peut être de vérifier si une porte reste ouverte, sans avoir immédiatement à exposer ses émotions. Si l'autre répond favorablement, une personne peut alors tenter un contact légèrement plus direct, par exemple avec un message simple, évoquant un souvenir commun, ou demandant sincèrement comment l'autre va. Ces premiers échanges peuvent servir à mesurer le climat émotionnel sans révéler immédiatement toute la vulnérabilité ressentie. Si la réponse est chaleureuse et respectueuse, les échanges peuvent progressivement devenir plus fréquents et plus personnels. Mais une personne encore dominée par ces mécanismes d'évitement peut également rester très attentive aux signes de rejet, de pression ou d'attentes émotionnelles qu'elle ne se sent pas encore capable d'assumer. Pour la personne qui reçoit ces signaux, cette approche progressive peut être déroutante. Elle peut donner l'impression d'un jeu psychologique ou d'une stratégie calculée. Il est pourtant plus prudent de ne pas attribuer automatiquement une intention manipulatrice à chaque comportement indirect. Dans certains cas, il peut simplement s'agir d'une tentative maladroite de reprendre contact tout en se protégeant contre une éventuelle blessure émotionnelle. Cela dit, comprendre cette peur ne signifie pas qu'il faut accepter une communication ambiguë ou attendre indéfiniment quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Une relation équilibrée nécessite de la clarté du respect mutuel et une certaine capacité à communiquer directement. Le retour. Lorsque la personne décide finalement de renouer véritablement, plusieurs scénarios sont possibles. Le retour peut être direct ou progressif. Il peut commencer par une conversation honnête, une demande d'explication, une reconnaissance des erreurs passées, ou simplement une volonté de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais le point essentiel n'est pas uniquement le fait de revenir. La véritable question est de savoir ce qui a changé depuis la séparation. Un retour fondé uniquement sur la nostalgie, la solitude ou la peur de perdre définitivement quelqu'un risque de reproduire les mêmes difficultés. À l'inverse, une reprise de contact accompagnée d'une meilleure compréhension de ces mécanismes émotionnels, d'une communication plus claire et d'une volonté réelle de respecter les besoins des deux personnes peut ouvrir une perspective différente. Car retrouver quelqu'un n'est pas nécessairement la même chose que reconstruire une relation. La reconstruction demande davantage que des sentiments retrouvés. Elle demande de la conscience de soi, de la responsabilité émotionnelle, des limites saines, et la capacité de rester présent lorsque l'intimité devient inconfortable. Ils peuvent finir par reconnaître qu'ils pensent encore à cette relation et se demander s'il existe une possibilité de renouer. Ils peuvent admettre certaines erreurs et exprimer le souhait de recommencer autrement. Parfois le message est beaucoup plus simple. La personne dit que l'autre lui manque et cherche à savoir si une reconstruction serait encore envisageable. Le moment où ce retour survient n'est pas toujours anodin. Il peut apparaître lorsque l'autre a commencé à retrouver une certaine paix intérieure, à reconstruire son quotidien ou même à envisager une nouvelle relation. Cela ne signifie évidemment pas qu'une personne puisse deviner les pensées de l'autre à distance. Il s'agit plutôt d'un phénomène psychologique possible lorsque quelqu'un cesse progressivement d'attendre, devient moins disponible émotionnellement et reprend sa vie en main. La possibilité d'une perte définitive devient soudainement plus concrète. Ce qui était autrefois perçu comme une possibilité lointaine devient une réalité. Cette prise de conscience peut réveiller un besoin urgent de reprendre contact. Dans certains cas, la personne ne souhaite pas réellement s'engager immédiatement, mais elle ne veut pas non plus accepter l'idée
que l'autre puisse définitivement sortir de sa vie. Pourquoi ce schéma peut-il se répéter? Ce fonctionnement peut s'expliquer en partie par certains mécanismes psychologiques liés à l'attachement et à la régulation émotionnelle. Même lorsqu'une personne valorise fortement son indépendance, elle conserve des besoins humains fondamentaux, être comprise, soutenue, reconnue et connectée aux autres. Ces besoins peuvent être mis à distance pendant un certain temps, mais ils ne disparaissent pas nécessairement. Certaines personnes apprennent également davantage à travers l'expérience que par la réflexion seule. Elles peuvent comprendre intellectuellement leurs mécanismes, sans en mesurer pleinement les conséquences, tant qu'elles n'ont pas été confrontées à ce que leurs comportements produisent dans la réalité. C'est parfois seulement après avoir perdu une relation importante qu'elles commencent à en comprendre la véritable valeur. À cela peut s'ajouter un traitement émotionnel plus lent. Les sentiments liés à une relation ne sont pas toujours immédiatement accessibles. Une personne peut avoir besoin de temps avant de comprendre ce qu'elle ressent réellement après une séparation. Et lorsque cette compréhension arrive, enfin l'autre peut déjà avoir cessé d'attendre. Le besoin psychologique de terminer une histoire. Les relations inachevées peuvent continuer à occuper une place importante dans l'esprit parfois davantage qu'on ne l'imagine. Le besoin de contrôle peut également s'étendre au besoin de comprendre ce qui s'est passé, de donner un sens à la rupture et de parvenir à une forme de conclusion intérieure. L'idée d'avoir blessé quelqu'un auquel on tenait, d'avoir commis une erreur ou d'avoir contribué à la destruction d'une relation précieuse peut être particulièrement difficile à accepter. Cette recherche de résolution peut alors devenir l'une des raisons d'un retour, mais il est essentiel de distinguer le besoin de réparer son inconfort intérieur du désir authentique de reconstruire une relation. Une personne peut revenir parce qu'elle souhaite réellement changer et comprendre ses mécanismes relationnels. Elle peut avoir entrepris un véritable travail sur elle-même et développer de meilleures compétences émotionnelles. Mais elle peut aussi revenir simplement parce qu'elle supporte difficilement l'image qu'elle a laissée derrière elle. Elle peut vouloir réparer la situation afin de ne plus se percevoir comme la personne qui a blessé quelqu'un. Ces deux motivations peuvent parfois se mélanger. C'est pourquoi les paroles seules ne suffisent pas pour déterminer si un changement est réel. Lorsque le même cycle recommence, voici l'un des points les plus importants à comprendre. Un retour ne constitue pas à lui seul une preuve de transformation. Si une personne revient sans avoir réellement réfléchi à ses mécanismes d'évitement, à sa peur de l'intimité ou à sa manière de gérer la vulnérabilité, le même scénario risque de réapparaître. Le contact reprend. Les émotions positives reviennent. La proximité semble agréable. Puis lorsque l'intimité augmente et que les anciennes peurs sont réactivées, le besoin de distance peut refaire surface. La deuxième tentative peut parfois durer davantage, notamment parce que les enjeux émotionnels sont devenus plus importants et que la personne comprend mieux ce qu'elle risque de perdre. Mais sans évolution profonde, les mêmes déclencheurs peuvent produire les mêmes réactions. C'est pourquoi comprendre ce fonctionnement ne devrait pas avoir pour objectif de convaincre quelqu'un de revenir. L'objectif le plus important est de comprendre suffisamment le schéma pour ne pas rester prisonnier d'un cycle répétitif de rapprochement de distance et d'incertitude. Un retour ne garantit pas un changement. Si une personne revient après une longue période de distance, il est préférable de ne pas considérer automatiquement ce retour comme la preuve qu'elle a changé. Le changement véritable se reconnaît davantage dans les comportements répétés que dans les déclarations émotionnelles du moment.
Une évolution réelle peut se manifester par une communication plus claire, une meilleure capacité à reconnaître ses émotions, le respect des limites, la prise de responsabilité pour les blessures causées et une volonté de rester présent, même lorsque la proximité devient inconfortable. De la même manière, le regret de l'autre ne devrait pas effacer ce que la relation a réellement fait vivre. Comprendre ses peurs peut favoriser la compassion, mais comprendre n'oblige pas à accepter. Il est possible de reconnaître les difficultés émotionnelles d'une personne tout en protégeant ses propres limites. Et surtout, le retour de quelqu'un ne détermine ni la valeur personnelle de l'autre, ni sa capacité à être aimé. Il parle d'abord de l'histoire des besoins et des mécanismes psychologiques de la personne qui revient. La véritable liberté apparaît lorsque l'on cesse de chercher dans le retour de quelqu'un la confirmation de sa propre valeur. À ce moment-là, la question change complètement. Il ne s'agit plus de se demander « est-ce qu'il ou elle va revenir ?» Il devient plus important de se demander « ou si cette personne revient, cette relation correspond-elle encore à la vie, aux limites et à l'équilibre que je souhaite construire aujourd'hui ?» C'est une distinction essentielle, parce qu'une porte peut rester ouverte sans que l'on soit obligé de rester devant à attendre. Et avancer ne signifie pas nécessairement cesser de ressentir quelque chose. Cela signifie parfois simplement retrouver suffisamment de stabilité intérieure pour choisir une relation en fonction de sa qualité réelle et non en fonction du besoin d'être enfin choisi ou reconnu. Le passé peut expliquer certains comportements. Il ne doit pas décider de l'avenir. Et lorsqu'un retour se présente, la décision la plus importante n'est pas de savoir si l'autre regrette suffisamment. C'est de savoir si les actes, la maturité émotionnelle et la réalité de la relation offrent désormais les bases nécessaires pour construire quelque chose de plus sain, plus clair et plus réciproque.